Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit retour rapide sur les 16e de finale et analyser un peu les rapports de force avant les 8e de finale. Évidemment il y en a deux qui se sont déjà joués hier. Je voulais sortir la vidéo hier, j'ai été pris par mon déménagement, on a fini à 23h. Le point positif c'est qu'il reste plus grand chose à faire, je dois juste vendre une table lundi, refaire la peinture, réparer deux trois trucs, mais on est tranquille dans l'ensemble. Et voilà, malheureusement la vidéo sort, Paraguay-France et Canada-Maroc se sont déjà joués. Pour revenir un peu sur les 16e, en vrai, il y a pas mal de scores et de rapports de force. On n'était pas très loin. Et on a pronostiqué correctement 13 des 16 huitièmes de finalistes. J'avais dit, ouais, je me suis juste trompé sur Allemagne-Paraguay. Je voyais vraiment pas le Paraguay sortir l'Allemagne, comme je vous l'ai dit. Je voyais le Japon sortir le Brésil. Et je voyais l'Algérie sortir la Suisse. Algérie qui a déçu de ce que j'ai vu. On va revenir dessus, évidemment. On va déjà revenir brièvement sur ce premier huitième de finale qui s'est joué hier soir, le Canada-Maroc. Bah, du coup, les Marocains, après avoir joué 120 minutes incroyables contre les Pays-Bas, ils ont joué leur pire mi-temps depuis des années. Ils ont complètement changé de visage après la mi-temps, par contre. 3 buts en 40 minutes. Évidemment, le Canada a un effectif bien moins nourri. Au niveau des statistiques, j'ai noté un truc intéressant, j'ai pas vu le match, j'étais en plein déménagement comme j'ai dit. Le Maroc, ils ont que 0,82 expected goals. Alors pour ceux qui savent pas, les expected goals, c'est tout un algorithme assez savant. Et en fait, quand vous avez un expected goals, ça veut dire qu'au total, vous avez 100% de chance de marquer un but. Évidemment, il faut jamais prendre une statistique individuellement, mais ça peut déjà donner des indications sur l'efficacité d'une équipe. Donc ouais, seulement 0,82 expected goals pour le Maroc, ça c'est de la surefficacité. Le seul bémol, c'est la blessure de Saibari, dont le retour contre la France en quart est assez incertain. Son remplaçant, Raimi, a encore inscrit un but vraiment à la toute fin de match, 98e. Et la belle surprise, c'est le doublé d'Unai. Le Maroc prouve ainsi que le danger peut venir de n'importe où. Diaz, il est déjà à 4 assists. Et pour moi, il est vraiment sous-coté. On en parle très peu. Il a quand même seulement 0,9 expected assists. La différence est énorme. Et en plus, c'est même pas le plus gros donneur de passes clés ou celui qui crée le plus de grosses occasions pour son équipe. J'avais regardé les stats ce matin. Bien sûr, on va pas encore spoiler. On parlera bien plus tard du quart de finale France-Maroc. La France a pu battre le Paraguay sur un penalty. Ils ont joué un football très sale, 13 fautes pour aucun carton. Les Français, ils ont eu 11 fautes, ils ont pris 3 jaunes. Je trouve ça trop normal quand tu vois la gravité aussi des fautes des Paraguayens. À un moment, il y en a un qui met une patate à Olysée. Chouameni, Koné, Olysée et Barcola, ils seront potentiellement suspendus en demi s'ils prennent un carton jaune contre le Maroc. Comme j'avais dit, Paraguay, c'est pas du tout la même chose que la Suède, qui avait une défense très 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 fébrile. La France a eu beaucoup plus de mal, et sans le penalty, le match aurait pu totalement s'enliger. Après, le penalty était totalement légitime, la France a dominé, ça y a rien à redire. Ils en déméritent pas, mais ça donne des clés tactiques à d'autres équipes sur des potentielles faiblesses offensives, et en même temps, avec une telle profondeur de banc, la France, il reste complètement imprévisible en attaque. Pas le match le plus intéressant, certes. Un peu décevant que le Paraguay sorte l'Allemagne pour au final vraiment ne rien produire, même en contre-attaque. Je crois que j'ai vu la deuxième mi-temps au McDo en mangeant après le déménagement, parce que j'avais rien à manger évidemment. Petite deuxième mi-temps bien ennuyante de Paraguay-France. Mais voilà, j'ai pas vu vraiment les matchs, donc on va pas trop revenir dessus. J'analyserai un peu plus quand on parlera des quarts de finale. Là, c'est pas encore très très important. Brésil-Norvège, là c'est dès ce soir 22h. Le Brésil, c'est quitte au double. Soit ils remportent ce match, ils confirment qu'ils sont sur une pente montante et montent de quelques rangs dans les prétendants au titre. S'ils perdent, on trouvera un coupable, que ce soit Ancelotti, que ce soit Vinicius, que ce soit la défense, le milieu, peu importe. Alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de coupable dans cette équipe du Brésil. C'est juste que c'est une équipe qui a un grand nom, un grand palmarès, mais qui a plus un effectif à hauteur de son statut, honnêtement. La Norvège, ici, ils ont tout à gagner. On parle d'une équipe qui n'a perdu qu'un match en faisant jouer son équipe B, qui a déjà marqué 10 buts dans la compétition. Elle a battu la Côte d'Ivoire en 16e de finale. C'était un match explosif des deux côtés avec plein d'occasions. Je me rappelle notamment du coup franc de la Côte d'Ivoire, 2 minutes avant la fin du temps additionnel. Énorme claquette du gardien norvégien, sinon ça faisait 2-2, ça allait au prong. Le problème pour les deux équipes, à mon avis, ça va être les latéraux. Parce que Moussa, il va se faire plaisir sur Danilo. Et ouais, Vinicius, il va se faire plaisir sur Pedersen. C'est vraiment dommage la blessure de Ryerson, joueur de Dortmund ici du côté norvégien. Les deux équipes, honnêtement, elles peuvent remporter le match. Pour moi, c'est du 50-50, sachant que le Brésil a encore une marge de progression. Là où la Norvège a déjà montré ce dont elle était capable, c'est-à-dire de faire mal. Alan, il peut faire la différence. Gabriel, pour ceux qui ont un peu les rêves des TikTok Première League et tout, c'est son pire ennemi. Et Marquinhos est déjà bien sûr sur le déclin, même s'il a encore un niveau correct. Hein. Mais ouais, pour moi, Vini et ou Haaland, ils seront buteurs. Si Odegaard, qui pour moi est le facteur X, fait un bon match, continue à montrer des bonnes choses et revient au niveau auquel on l'a connu la saison passée, ça fait 3-2 pour la Norvège.
Voilà, c'est mon prono, c'est assez ballsy. Mais dans les faits et dans ce que j'ai vu, je pense que les deux équipes peuvent se sortir, mais je mets quand même ma petite pièce sur la Norvège, sachant que c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour gagner la Coupe du Monde. À part peut-être défensivement. C'est vrai que la blessure de Ryerson, Wolf et Egem du côté gauche, c'est pas non plus resplendissant. Mais voilà, ça va être un match très très intéressant, hâte de suivre. Ensuite, juste après, à 2h, on est encore gâté évidemment, on va pas dormir les mecs, puisqu'on a Mexique-Angleterre. Le Mexique, c'est peut-être la deuxième meilleure défense du tournoi derrière l'Espagne. On les a pas vraiment vus affronter une top équipe, mais c'est la première équipe depuis 2 ans à mettre 2 buts à l'Équateur. Équateur qui a encaissé que 2 buts lors de ses 4 derniers matchs. Il y a une énorme ferveur dans cet Estadio Azteca, un sentiment national énorme dans le pays. Ils ont enfin atteint le Cinco Partido. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, ils n'avaient pas passé un tour à élimination directe de Coupe du Monde depuis la Coupe du Monde 86 qu'ils avaient joué chez eux, ils avaient été en quart de finale. On dirait que pour eux, cette barrière mentale est brisée, et quand on voit le niveau de jeu, force est de constater qu'ils peuvent aussi aller loin dans le tournoi. L'Angleterre, c'est une des meilleures équipes du tournoi, ils jouent ensemble, ils sont plus hommes qu'avant à l'image de leurs supporters. Tuchel, c'est un top tacticien, et Kane lui a prouvé qu'il devait être titulaire en mettant déjà 5 buts dans cette Coupe du Monde. Bellingham porte le milieu de terrain, et la charnière Rice-Anderson juste derrière, c'est vraiment pas mal, c'est très très équilibré, je trouve, par exemple par rapport à une équipe comme la France. Ils auront tout le stade contre eux par contre le Congo. Ils géraient bien la pression, ils peuvent remonter un score. Pour moi, c'est du 60-40 en faveur de l'Angleterre. Je dirais peut-être 1-1 en vérité. Un match assez fermé et l'Angleterre qui gagne au penalty ou en prolongation. Maintenant, encore une fois, le Mexique peut créer la surprise et sortir l'Angleterre, évidemment. Demain, on est encore une fois gâté par Portugal-Espagne. Alors, Portugal, c'est comme si on avait un conducteur de bus au volant d'une Formule 1. Ronaldo, il est pour la première fois sorti par contre. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le signe que Gonzalo Ramos, qui a mis le but de la victoire à la 94e, va tout doucement prendre sa place? En tout cas, on l'a vu contre la Croatie aussi. Le double pivot Vitinha-Joao Neves, ça ne marche pas du tout aussi bien qu'en club. Pour moi, le match il devait aller en prolongation contre la Croatie. Si on se fie strictement à la règle, le but ne doit pas être annulé. Le défenseur, il essaye de contrôler la balle et l'attaquant est encore dans son siège sur leur jeu. Pour moi, c'est 2-2 et ça doit aller au prolong. Voilà, le Portugal a été légèrement avantagé. Je crois qu'il y a eu un ou deux autres buts refusés pour la Croatie dans le match. Je sais que ça, c'était plus ou moins légitime. Voilà, il n'y a pas trop à discuter là-dessus. Voilà, on a quand même le Portugal qui est pas la meilleure équipe, surtout offensivement du tournoi. L'Espagne en face, c'est la meilleure défense du tournoi. Même si on attend qu'elle se révèle un peu plus offensivement. Il y a toujours la blessure de Nico Williams, malheureusement. Ils ont quand même des armes. Je sais que le Portugal, ces dernières années, joue particulièrement bien en général contre l'Espagne. Il y a vraiment une grosse rivalité au niveau de ces deux pays. À part un arbitrage à côté de la plaque, pour moi, je vois vraiment bien Lamine Yamal se révéler et bien démarrer enfin sa Coupe du Monde. Voilà, il retourne une blessure, il n'était pas forcément en forme lors des premiers matchs. Ouais, je vois un petit 2-1 pour l'Espagne. Et match qu'on attend tous. Toute la Belgique ne va pas dormir dans la nuit de lundi à mardi. Quoi qu'il se passe, États-Unis-Belgique, ils nous ont battus qu'une fois dans leur histoire. C'était en 1930. Quand ils avaient été en demi-finale de Coupe du Monde. Première Coupe du Monde de l'histoire, évidemment. Honnêtement, on est capable de tout sur ce genre de match. On les avait battus 5-2 en marche, chez eux. Mais bon, en même temps, ça faisait 2 ans qu'ils jouaient que des amicaux. Ils ont été assez bons dans leur préparation. Par contre, les 3 matchs qu'ils ont perdus, c'était contre Allemagne, Portugal et Belgique. Donc contre 3 tops équipes en réalité. Depuis, ils ont mis un petit 4-1 au Paraguay quand même. Paraguay, ils avaient plus encaissé 4 buts, je pense aussi depuis la Copa América, ils avaient pris 4 buts contre le Brésil. Quand on sait que le Paraguay, ils ont encaissé 2 buts dans le reste des matchs de la Coupe du Monde qu'ils ont joué, jusqu'en huitième de finale. 4-1, ça reste impressionnant. Victoire 2-0 en maîtrise contre l'Australie, avec une domination assez nette quand même. Et puis ouais, défaite 3-2 en ayant mis certains joueurs au repos, contre la Turquie qui devait soulever l'honneur, alors que les États-Unis étaient déjà mathématiquement premiers du groupe. En huitième, comme je m'y attendais, je l'avais dit dans mon post, ils ont battu 2-0 la Bosnie sans broncher, vraiment pas une surprise. Ils ont quand même un effectif assez bien nourri sur tous les secteurs, mais à l'inverse de 2014, leur gardien c'est pas du tout ça. Il encaisse beaucoup, il fait quand même des erreurs. Et ouais, il manque cruellement d'expérience en Coupe du Monde, il y avait déjà certains joueurs qui étaient là en 2022, mais il y a beaucoup de jeunes qui étaient pas là du tout. Si le match contre le Sénégal a été un déclic pour la Belgique, on va les éteindre. Honnêtement, leurs supporters, c'est pas l'ambiance canadienne, encore moins mexicaine. Je suis peut-être un peu sévère, mais pour moi, on joue les États-Unis en vrai, autant tenter une petite folie, mettre De Bruyne sur le banc, ça va peut-être aussi lui le pousser à se donner plus lors du prochain match, le quart de finale qui sera beaucoup plus important. Voilà, après j'ai pas envie d'enterrer les États-Unis trop vite, mais pour moi c'est évident qu'on doit gagner. Les codes sont pas du tout représentatifs du rapport de force. Oui, ils jouent domicile, oui, il y a une grosse hype autour d'eux, mais en fait, le Mexique a bien plus de chances de gagner contre l'Angleterre que les États-Unis contre la Belgique, honnêtement. Argentine-Égypte, Argentine qui s'est fait peur contre un Cap-Vert complètement anormal.
Je savais de quoi cette équipe était capable, hein, le Cap-Vert. J'avais mis deuxième du groupe dans mes pronos au début de la Coupe du Monde. Maintenant, de là, imaginez qu'ils allaient emmener l'Argentine en prolongation en mettant 2 buts absolument paranormaux et que leur gardien, ouais, allait être un des meilleurs gardiens du tournoi. L'Argentine, c'est quand même une des meilleures attaques du tournoi, énormément vivace. Leur seule faiblesse, je pense que c'est qu'ils savent pas trop partir en contre. Il manque de joueurs de transition en vérité. L'Égypte en face, c'est une équipe quand même assez agressive qui joue en contre. Je pense que l'Argentine peut se faire peur honnêtement. L'Égypte, en même temps, c'est pas si solide que ça. Elle n'a pas perdu de match, mais elle a quand même beaucoup encaissé. Contre l'Australie, Marmouche et Zico, qui sont les principales armes en termes de transition de l'Égypte, avec Achour aussi évidemment, ils ont été complètement invisibles sur l'aile gauche. Si l'Égypte joue mieux, pour moi, ils peuvent vraiment embêter, ils peuvent vraiment embêter l'Argentine. Je les vois pas trop sortir l'Argentine non plus pour moi. Il y a quand même un trop gros écart. Les Argentins, ils sont dangereux sur chaque occasion. Ce sera pas un match avec beaucoup de buts. Je vois bien 1-0 ou 2-1 pour l'Argentine. Un petit 1-0, tout en douceur. Voilà. Et ouais, last but not least, Suisse-Colombie. La Suisse qui, d'un côté, a fait un premier nul assez décevant contre le Qatar, a clairement fait le job contre la Bosnie ensuite, 4-1, et a battu 2-1 le Canada, tout de même en l'étant légèrement dominé. Je trouve que la Suisse a trouvé quelques réponses, notamment au niveau du 11. On se dirige vraiment sur les 2 derniers matchs, en tout cas sur un 4-2-3-1. Je trouve ça plus équilibré que le 4-3-3, le 4-1-2, 4-3-1-2 pardon, qui avait été tenté lors du deuxième match. Manzambi Ndoye, des quelques extraits que j'ai vus, c'est beaucoup mieux que Abisher et Reader. Et ouais, ils ont gagné leur place de titulaire. Dans le 2-0 contre l'Algérie, ici, c'est pas forcément la Suisse qui a été ultra performante, mais c'est plus l'Algérie qui a pas brillé, qui a pas créé énormément. Ils se sont laissés un peu diriger dans ce match. Alors voilà, la Suisse c'est un morceau solide. Par contre, la Colombie a quand même fini premier d'un groupe vraiment pas très facile. Pas loin de battre le Portugal, aussi avec un but refusé pour un hors-jeu très très limite de Davinson Sanchez. Ils ont encaissé qu'un but sur le premier match contre l'Ouzbékistan. Ils ont battu le Congo dans la maîtrise. Ils ont dominé quand même très très nettement le Ghana qui a absolument rien produit. Ghana qui est une équipe qui joue en contre avec un bloc très très bas, très compact, comme contre l'Angleterre qui au final n'avait pas réussi à battre le Ghana, aussi je le rappelle. Ils avaient fait 0-0. Équipe super combative, la Colombie, comme j'ai déjà pu le dire. Ils ont vraiment une ADN de compétition. Ils peuvent clairement aller très loin sur cette Coupe du Monde. Pour moi, je crois que je les avais mis en demi-finale contre l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, c'est des trucs qui se rediscutent. Hein. Et honnêtement, je les vois bien sortir la Suisse. J'ai très très hâte si c'est Colombie-Argentine du quart de finale. Ça va être un match à voir parce que la Colombie a ce qu'il faut pour moi pour sortir l'Argentine. Et ouais, le score par contre, même s'ils sortent la Suisse, un but d'écart je dirais pour la Colombie, 1-0 ou 2-1 pour la Colombie dans le temps réglementaire, je pense pas que c'est un match qui va forcément aller aux prolongations. Enfin voilà les gars, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Il n'y aura pas de vidéo demain malheureusement parce que j'ai une journée assez remplie quand même, comme je vous dis, je dois vendre la table de salon qui passe pas dans mon logement, je dois aller la déposer chez la personne. Il faut que je nettoie, j'aspire, je nettoie à l'eau chez moi avant de remettre l'appart, prendre les 2-3 derniers produits de nettoyage, les 3 bricoles qui traînent, et voilà. En fin de journée, donc ouais, à part regarder les matchs demain soir, j'aurai pas le temps de faire une vidéo. Donc on se retrouvera en toute honnêteté, je pense mardi dans la journée, pour faire un peu un petit récap de ces 4 matchs-là. Je pense Mexique et Angleterre, je suis pas forcément sûr de le voir. Par contre, Brésil, Norvège, Portugal, Espagne et États-Unis, Belgique, ça vous pouvez être sûr qu'on va l'analyser avec plaisir sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine d'avance, les gars. Profitez bien devant les matchs. J'espère que ça se passe bien dans votre vie, que vos projets avancent, que vous êtes heureux, que vous profitez du soleil, de l'été, que vous avez des bons plans. Moi, je vous souhaite à la prochaine. On se voit sûrement mardi. Gros bisous et ciao ciao.